Lorsque Playtime sortit en décembre 67, l'accueil ne fut pas des plus enthousiastes. Économiquement, Jacques Tati ne s'en relèvera pas. Si maintenant le film est unanimement révéré, on peut se demander légitimement pour quelle raison. Il ne suffit pas de rester figé comme un amoureux transi pour lui rendre justice ou crier au chef-d'œuvre, et s'absoudre d'une époque qu'il a frivolement négligée, en oubliant au passage le monde contemporain qu'il critique d'une manière amusée. Les chefs-d'œuvre ont l'élégance de ne pas être aussi cyniques que leur époque, faiblesse qui les rend alors d'autant plus fragiles. Cette réhabilitation tardive tient quelque part à signifier que notre monde actuel tente de se faire passer pour moins aveugle qu'il n'est, alors qu'il semble incapable de produire de tels films d'envergure. Il sera difficile de faire l'impasse sur ce que Tati veut nous transmettre sur notre époque à travers ce film. Il est singulier que Playtime ait été et restera mutilé par un esprit du temps que le film lui-même pointe du doigt. En somme, pourquoi cela a-t-il eu lieu? A-t-on pris réellement la mesure de sa mutilation? La nouvelle copie s'est retrouvée allongée d'environ 4 minutes, 2h04, depuis la précédente. La durée initiale en décembre 1967 était de 2h33 minutes. Cette version se rapproche des copies de 2h15 qui circulèrent à partir de février 68. Les 10 ou 20 minutes qui manquent sont sans doute perdues et il est regrettable que Playtime ne puisse être montré dans sa version d'origine. Il existe plusieurs faux raccords comme celui où Hulot s'avance et s'arrête pour surplomber des bureaux. Hulot est maintenant près d'un escalator qui n'existe pas dans le plan précédent. L'emploi du 70 mm offre un film demandant un effort accru d'attention et de curiosité de la part du spectateur. On doit oublier ici, pour ainsi dire, les ingrédients basiques qui suscitent notre intérêt au cinéma. Contrairement aux films habituels qui guident et accompagnent le spectateur avec des éléments fixes et récurrents, Jacques Tati y renonce purement et simplement. Le spectateur doit s'habituer à une histoire réduite au strict minimum et à un rythme lent. Ici, pas de véritable intrigue et encore moins de suspense. La mise en scène refuse constamment le plan rapproché ou le gros plan, ce qui indique bien que Tati ne veut pas souligner telle ou telle réaction de personnage pour créer l'empathie ou l'identification classique, mais pour instiller une distance et nous installer en observateur afin de ne pas téléguider nos sentiments d'une manière factice. Il faut ajouter la netteté de la profondeur de champ et la précision de la bande-son qui occupe 5 pistes différentes. Si les plans d'ensemble sur les multiples décors accentuent l'aspect impersonnel d'un Paris de verre et d'acier, ils permettent aussi aux spectateurs de suivre différentes situations que le cadre englobe pourtant simultanément. N'oublions pas que si notre champ visuel fait 220 degrés, notre acuité n'est que de 4 degrés. Tati multiplie les centres d'intérêt axant aussi bien sur le détail qu'offrant une vision d'ensemble. Autrement dit, le macroscopique côtoie ici le microscopique. Il n'y a pas de doute que le spectateur manquera certains gags, certains fils de l'histoire. Plusieurs visions seront nécessaires. Playtime marque indubitablement un pas décisif dans la carrière de Jacques Tati. On se rend compte que loin d'être un cinéaste uniquement distractif, celui-ci donne à Playtime une dimension supplémentaire par rapport à ses précédents films. Tati s'était distingué jusqu'ici par une forme allusive, une simplicité de ton, des gags subtils et parfois à peine perceptibles. À l'instar de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, si Jacques Tati utilise de grands moyens techniques, c'est parce qu'ils vont lui permettre de déployer son sens aigu de l'observation et d'orchestrer une vision du monde, et ce, d'une manière subtile et discrète, et non pas en l'assénant avec moult effets. Le tout dans une ville entièrement reconstituée en décor, la fameuse Tati-ville. Au spectateur ensuite d'y accéder. Soucieux de son époque, Jacques Tati sent bien que la société d'après-guerre change. Une époque est en train de disparaître, une autre est en train d'éclore. Si le court-métrage L'école des facteurs ne faisait qu'ébaucher le thème de la vitesse, Jour de fête allait en reprendre le contenu d'une manière emblématique. Les films suivants, Les vacances de Monsieur Hulot,
en 1954 et surtout Mon oncle en 1958 vont aller encore plus loin dans ce style de préoccupation. Si le premier nous croque une station balnéaire à l'heure des vacances et des loisirs organisés en troupeau, le second voit s'opérer la nette fracture qui s'établit entre le monde rural et le modernisme galopant stigmatisé par la famille Harpel. Disparition progressive de l'artisanat au profit d'une logique industrielle fonctionnaliste. Le générique s'effectue sur des panneaux de chantier, alors qu'en arrière-plan, on nous montre des immeubles de béton en construction. Aucune musique. Sur la bande-son, des marteaux-piqueurs. Les couleurs chaudes du village de Saint-Maur s'opposent à celles froides de la ville nouvelle. Usine Plastac, Villa des Harpel. Dans le premier, les personnages évoluent à un rythme insouciant et restent en prise directe avec leur environnement champêtre. Dans le second, c'est le décor avec ses cages à lapins ou la villa ultra sophistiquée qui dicte les actions et façonne les mentalités. Témoin de ce changement d'air, outre la villa et l'usine, le logo stylisé de l'école où se rend le fils des Harpel. À la différence de Mon oncle, Hulot n'habite plus nulle part dans Playtime. Le vieux monde a disparu, recouvert par un nouveau mode de vie qui n'a littéralement plus rien d'habitable et ne connaît même plus le sens de ce que veut dire habiter. Plus de 40 ans auparavant, Playtime a compris et vu ce que la société contemporaine allait devenir. Suite logique au fond de ce qu'annonçait aussi cet autre grand film qu'est Les temps modernes de Charles Chaplin, avec son usine dévoreuse d'ouvriers. La société se réorganisait et prenait une tournure managériale pour déboucher sur ce que nous constatons aujourd'hui. La désertion du politique, un esprit consumériste effréné, l'essor d'un individualisme hédoniste conjugué avec un repli sur la sphère privée, le tout modulé dans une tonalité cool, ludique et narcissique. La séquence d'ouverture se passe dans un hall d'aéroport, lieu de transit, décor froid et impersonnel. Nous voyons tout d'abord deux religieuses dont les cornettes s'agitent. Un couple d'âge mûr discute assis au premier plan, tandis que divers personnages passent dans le champ. Un infirmier, un balayeur cherchant désespérément quelque chose à ramasser dans cet univers clinique. Un officier en uniforme. Oh mon chéri, en tout cas tu as tes vitamines. Ouais. Regarde, un officier. L'officier? Ça va? Oui. Une nurse. Comme il est mignon. Une dame avec une poussette, etc. Arrivé en provenance de Francfort. Puis un groupe de touristes américaines. Puis un petit homme ridicule, représentant d'une compagnie dont l'étiquette apposée sur sa mallette flotte à son déplacement, suivi de photographes et de journalistes. Standing bourgeois et petit bourgeois, vain et conformiste. Une époque marque son empreinte. Le tourisme, le loisir, des personnes en troupeau qui ne voyagent plus pour découvrir un pays, mais le vampirisent et le consomment pour en ramener des clichés représentatifs de l'étranger. En fait, c'est l'imposition d'un mode de vie généralisé. De nos jours, ce tourisme s'est aggravé où les centres-villes, avec les magasins semblables les uns aux autres, et ceux d'une capitale à une autre, dévastent et uniformisent les lieux et constructions du passé. Sans parler des personnes qui se prennent en selfie pour dire qu'elles y étaient ou photographient des tableaux qu'elles peuvent avoir en reproduction. Dans cette première partie, M. Hulot apparaît d'abord succinctement. Il prend le bus et a un rendez-vous professionnel avec un certain Giffard. C'est l'occasion de nous faire déambuler dans ce nouveau monde, le monde des affaires, puis dans un stand.
Il en sortira, croisera Schneider, un ancien ami de l'armée. Une jeune touriste sort elle aussi du lot, que nous allons retrouver de temps en temps. Elle croisera Hulot par moment avant la seconde partie dans le restaurant Royal Garden. Playtime examine ce monde moderne. Rentrons dans le détail. Les grandes baies vitrées des immeubles abolissent la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, entre le privé et le public. Abolition poétisée sous le nom de transparence. Ce thème est introduit par l'arrivée d'un homme en bleu de travail qui vient demander du feu au vieux gardien de l'immeuble. Évidemment, l'homme ne remarque pas qu'une baie vitrée le sépare du gardien et ce dernier est obligé de lui indiquer par un geste qu'il doit la contourner sous peine de se cogner la tête. Comme le plan ne cadre que cette baie vitrée, nous cachant ainsi l'entrée de l'immeuble, l'illusion est parfaite. Mais plus tard, ce qui doit arriver arrivera, Giffard se paiera une porte vitrée en voulant poursuivre un double de Hulot, gag attendu mais longtemps différé. Monsieur Tout le film prend un soin inouï à jouer de cette transparence au point que tout le monde peut surveiller tout le monde, même si cela n'a aucune utilité, sinon celle d'en faire une habitude, un style de vie et surtout un mode de pensée. Un homme d'affaires peut voir ce que fait Hulot un étage plus bas sans rien comprendre à son comportement. L'important à saisir est qu'à ce moment-là, cet homme ne vient pas à une fenêtre simplement parce que son attention a été attirée par quelque chose, un bruit ou un accident, mais que, tout en étant occupé à ses affaires, la baie vitrée lui offre une surveillance instantanée sur le monde extérieur. Plus révélateur encore, seul le bruit de la ville, ici le ronronnement permanent et monotone de la circulation, permet involontairement d'effectuer encore cette distinction. Dans la scène où Hulot se retrouve dans la salle d'attente, Tati n'hésite pas à placer sa caméra tantôt à l'extérieur et tantôt à l'intérieur de celle-ci pour bien nous montrer, par l'image, qu'entre le dehors et le dedans, la différence est devenue quasi nulle, mais que, par le son, elle subsiste encore. En même temps, si on en est arrivé là, on ne peut mieux signifier que visuellement, la transparence s'est définitivement installée dans notre quotidienneté. Témoin encore cette scène, au-delà du simple gag, dans le restaurant Royal Garden, où personne ne se rend compte que la porte vitrée s'est brisée. Il suffit que le portier fasse semblant d'ouvrir celle-ci, il n'en reste que la poignée, pour créer l'illusion qu'elle existe encore. C'est dire que la porte en elle-même a perdu de son essence. Si, dans Mon oncle, les Harpel se recroquevillaient agressivement sur leur nouveau mode de vie, notamment dans cette scène où, placés derrière les deux hublots de leur villa, ils transformaient celle-ci en un visage autoritaire et sévère, plus personne ici ne s'insurge contre cette perte d'intimité. Tout au contraire, elle est revendiquée dans le plus grand silence, intégrée, intériorisée. Narcissisme soft. Cette notion de transparence se prolonge donc jusque dans l'univers privé où les grandes baies vitrées laissent apercevoir l'intimité de leur occupant, intimité aussi pauvre que standardisée, chacun exécutant les mêmes actions à heure fixe. Fantasme de visibilité du corps social où aucun de nos gestes ne doit échapper à l'implacable contrôle. Il est même très significatif que la caméra reste constamment à l'extérieur des appartements, démontrant s'il en était besoin que pénétrer dans ceux-ci est devenu inutile ou superflu. La caméra de Tati place donc le spectateur en face de ces baies vitrées comme devant une sorte de poste de surveillance. La situation est redoublée par les occupants qui s'empressent d'allumer la télévision en rentrant chez eux, installant une promiscuité et une omniscience sur le monde extérieur. À ce point d'ailleurs que lorsqu'il y a un mur, c'est comme s'il n'y en avait pas.
Tati va même jusqu'à élaborer un gag savoureux emprunté au muet. Étant donné que Giffard habite juste à côté des Schneider, un des amis de Hulot, chacun de son côté va regarder à un moment donné la télévision encastrée dans le mur mitoyen. Quand Giffard rentre avec un pansement sur le nez et raconte son aventure à sa femme, la famille Schneider semble écouter et suivre avec intérêt ce qu'il dit alors qu'elle ne regarde évidemment que la télévision. La situation sera inversée juste après avec un gag érotique où Schneider se déshabille et on croit que la femme de Giffard le regarde avec intérêt. Tati pressent la tournure que prend la société. L'idéologie qui sous-tend une émission comme Love Story s'est déjà introduite clandestinement dans nos consciences. Dans Playtime, l'ancien monde se trouve réduit à un étal de fleuristes que des touristes veulent photographier comme symbole représentatif de ce qui a déjà disparu. Cela n'empêchera pourtant pas la touriste américaine de dire « That's really Paris !» Il en est de même des monuments, tels des cartes postales que reflètent les vitres des immeubles modernes et qui renvoient à un passé architectural n'existant plus que comme décorum à touristes. Les lieux de Playtime, aéroports, bureaux, magasins, ont vampirisé tout l'espace vital pour devenir des lieux fonctionnels. Et même quand on nous montre des résidences, celles-ci sont calquées sur le même esprit utilitariste. Parallèlement, ce monde impeccablement lisse et rectiligne est en fait un univers opaque et labyrinthique, fait de doubles, de leurres et de faux semblants. Jacques Tati nous montre son envers fantomatique, par exemple dans cette scène où Hulot croit apercevoir Giffard de l'autre côté d'une surface vitrée. Cette séquence ne fait que traduire l'idée que si l'on peut confondre le reflet d'une personne avec la réelle présence de celle-ci, c'est que cette dernière est tenue pour quantité négligeable dans la façon dont la société est conçue. Jacques Tati est en quelque sorte le continuateur de Franz Kafka, et Playtime est un pendant contemporain du château, où les individus s'attendent indéfiniment et se poursuivent sans se trouver. Cet univers clinique minutieusement quadrillé conduit les êtres humains à des comportements aberrants. Dans un remarquable plan séquence, Giffard traverse un très long couloir et ne fait ce trajet que pour amener Hulot dans une salle d'attente à 2 pas de là. Tenez. Monsieur. Mais non. Ah oui. Ah oui. Voilà. Par ici, monsieur. Allez-y. Par ici. Oui. Monsieur. Un autre plan séquence nous révèle la précision architecturale et concentrationnaire de cet univers. Cherchant Giffard, Hulot en vient à surplomber des bureaux sous forme de petites cellules. Il est symptomatique, là encore, que ces bureaux sans plafond permettent à n'importe qui d'observer ce qui se passe à l'intérieur et que, dans le même temps, ils isolent et compliquent les relations entre les individus. Jacques Tati nous rend concret tout cela en accompagnant Hulot au moment où celui-ci descend l'escalator. Un instant auparavant, ce dernier surplombait le tout en une vision panoramique et voilà que maintenant il est perdu
et nous aussi, dans ce dédale de bureaux et de couloirs. Good morning. Oh, Mr. Morgan, you have got the line. Thank you. Mrs. Sloan, yes. Vous avez la ligne? Yes. Could you hold on, please? Bessie Mac? Oh, how are you? Yes, I did. Mr. Jones is on 209. Là encore, le son a une importance capitale. Giffard ne cesse de parcourir les allées permettant à Hulot de se repérer à ses pas pressés qui claquent sur le lino, mais pour le perdre aussitôt quand il marche sur la moquette. Vous avez la ligne? Accounting department? Enfin, ayant vu Giffard s'introduire dans un bureau, Hulot va l'attendre juste devant. À ce moment, la caméra nous redonne une vision d'ensemble du lieu et nous assistons à une étrange scène. Un homme d'affaires téléphone à Giffard pour connaître un chiffre. Ce dernier sort de son bureau par une autre porte. Hulot ne le voit pas. Traverse tout l'espace pour venir prendre un dossier dans un placard à l'extérieur du bureau où se trouve l'homme d'affaires. Revient dans le sien et téléphone le chiffre à notre homme. Si le film retrace minutieusement cet étrange ballet inutile, c'est bien pour nous faire comprendre qu'à grande échelle, la société est paralysée par des flux contradictoires qui désorientent les individus et rendent leur action vaine et erratique. Tout devient inutilement complexe et vainement transparent et nous ne comprenons plus rien au monde concret qui se déroule sous nos yeux. Il faut même qu'il reste confus afin d'échapper aux explications. Il faut que l'on soit dépassé par les événements. Il faut que l'on croie que sa nature même soit devenue incompréhensible et inexplicable. Monsieur Hiller est demandé au téléphone. Poste 24. Cette architecture déshumanisée et démesurée est faite pour tout le monde et pour personne, prise dans l'incessant engrenage de la vitesse, de la productibilité et de la technologie abrutissante. Cette architecture n'est pas élaborée pour que l'homme puisse s'y épanouir ou pour qu'il en ait une vue agréable et chaleureuse, mais elle n'est là que pour se conformer à l'immédiateté idéologique de l'époque. Le vieux gardien est obligé d'appuyer sur plusieurs boutons pour simplement parler à Giffard. Je demande le 440. 2. Je répète. 2. 1. Non, pas 1, 2. 1. Oui. Alors là, c'est bien, ça va. Alors là, ouais. Là. Dans la salle d'attente, Hulot, livré à lui-même, n'a prise sur aucun objet. Il manque de glisser sur le sol. Celui-ci n'est même pas conçu pour qu'on s'y tienne encore debout. Et les fauteuils reprennent inlassablement leur forme initiale, sans conserver la moindre empreinte humaine. Normalement, un objet se dégrade et subit les aléas de son utilisation. Or, ce fauteuil design paraît éternel dans le sens où il donne l'impression qu'il restera neuf et nouveau, même après avoir été utilisé des milliers de fois. Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur lui. Bien sûr, ceci est inexact, mais c'est encore et toujours l'image escomptée qui prime, celle de rester éternellement jeune, nouveau et moderne. Ce fauteuil sera remplacé, non quand il aura été simplement usé, mais quand il ne conviendra plus à l'ère du temps.
À cela s'ajoute l'uniformisation des villes. Au lieu que nos cités se distinguent par une quelconque singularité, elles finissent par toutes se ressembler. Dans l'agence, les placards publicitaires vantant les voyages dans différentes villes sont affublés d'un même immeuble en béton. Ce qui les distingue, comme celui de Londres, n'est qu'un bus rouge à 2 étages et un bobby londonien. La touriste américaine n'a qu'à mettre un pied dehors pour prendre en photo le même bâtiment auquel on a ajouté un bus et un agent de la circulation parisienne. I'm sure it is. That'll be a good picture. Okay? Let's go. Il en est de même des objets de consommation. On retrouve les mêmes fauteuils dans l'appartement de Schneider que dans le grand immeuble. On ne cesse de susciter du différent pour ne produire que du même. De nos jours, chacun se satisfait de la liberté d'expression des multiples chaînes de télévision ou du grand nombre de radios, mais en oubliant que tous ces canaux de diffusion ne se distinguent en rien et ne font que répercuter les mêmes informations simplifiées. À cette uniformisation des villes correspond l'uniformisation des individus, réglés comme des automates charnels. Rappelons-nous cet homme d'affaires qui, dans la salle d'attente en compagnie du lot, ne cesse d'exécuter divers gestes avec une rythmique gestuelle et sonore étonnante, complètement réglée par les tics que lui impose sa fonction sociale. Dans une autre scène, à la sortie des bureaux, 4 hommes habillés de la même manière rentrent dans leur voiture identique à celle de leurs voisins. À cela s'adjoint qu'à l'échelle de la société, à heure fixe, avec une régularité métronomique, un grand nombre de personnes font exactement la même chose au même moment. La ville est paralysée par des embouteillages et les transports en commun sont bandés. À ces comportements mécaniques s'adjoint d'autres plus policés. Un exemple en est donné par les différentes hôtesses qui parsèment le film, comme celle dans l'aéroport qui fait une annonce avec une voix exagérément voluptueuse. Air France Flight 864, gate number 47. À cela, Jacques Tati ne manque pas de nous faire remarquer des conduites plus qu'étranges. Par exemple, dans le salon, un double de Hulot fait le tour des stands pour ne ramasser qu'une quantité hallucinante de prospectus. Ou encore ce serveur dans le restaurant Royal Garden qui ne cesse de remettre sa mèche en place tellement sa propre image lui donne des soucis. Au comportement mécanisé se conjuguent des comportements tortueux, compulsifs ou monomaniaques. À la perte de la singularité de la présence humaine correspond un grouillement, un fourmillement, un pullulement indifférencié et oppressant où tout le monde ressemble à tout le monde. Piétinement et piépiement de cohortes de touristes qui, nantis de leur appareil photo, mitraillent tout et n'importe quoi. Hommes d'affaires qui emportent Hulot comme une vague dans un ascenseur. Ajoutons même que ce tourisme n'est pas seulement un simple agrégat de personnes, mais est d'abord un état d'esprit qui effleure les choses et les visite sans rien en retirer. En conséquence, on assiste à un envahissement d'objets et d'inventions aussi inutiles qu'encombrants, qui, pris dans l'engrenage de la nouveauté à tout prix, dépoétisent tout, la publicité nous ayant hélas habitués à ce phénomène.
le balai pour éclairer les endroits difficiles, les lunettes qui se lèvent pour se faire les cils, la colonne grecque transformée en poubelle, les portes qui se claquent dans un silence d'or. Ce déluge induit des comportements types de consommation du dernier objet sorti, car comme on sait, tout ce qui est nouveau est forcément intéressant. Cette régulation et cette standardisation de notre mode de vie conviennent très bien à nos amis les publicitaires qui vont pouvoir cibler les différentes catégories de personnes devenues aisément identifiables et transparentes pour les dessiner en style de vie. Processus créant une publicité galopante qui va polluer notre champ visuel après avoir enlaidi notre environnement. Ce monde moderne se caractérise par une anglophilie omniprésente. Le mot pharmacie a perdu son I et son E et se voit affublé d'un Y, le restaurant Royal Garden, où l'on parle souvent en anglais, et traduit bien qu'une langue a été mystérieusement élue à une échelle planétaire pour devenir un standard s'insinuant dans nos consciences en plus d'être commercialement efficace. Le linguiste Claude Agege, professeur au Collège de France, s'indignait que 25 langues ou dialectes disparaissaient chaque année dans le monde. Il attribuait cette perte à l'accélération due aux prodigieux moyens de communication. Bien sûr, le titre même du film, Playtime, n'est pas fortuit et traduit bien non seulement ce phénomène, mais évoque un univers aussi ludique qu'aseptisé. Cette contamination s'immisce jusque dans le langage quotidien. Schneider, un des amis de l'armée, invitera Hulot à visiter son home et dira « Une passante parle de snack. Les fromages sont appelés cheese. L'esprit d'une époque et son aberration sont aussi sémantiques et stylisés par le langage. De nos jours, l'anglophilie a pullulé bêtement pour que les individus s'habituent à la langue de l'Empire. » On pourrait continuer ainsi presque indéfiniment tant le film de Jacques Tati fourmille de détails. Loin d'être une simple compilation, cette précision hallucinante est là pour nous redonner un sens du réel, dans ce qui affecte tous les jours concrètement nos vies et influence nos comportements, nos opinions politiques, nos goûts. L'absurdité de ce réel est de constater que personne ou presque, au fond, ne souhaite vivre dans une telle société. Mais personne également n'a rien pu empêcher et ne peut rien empêcher une fois qu'elle est là. Et ne pourra rien faire si un jour tout cela s'écroule. Notre liberté est aussi infinie qu'impuissante et inutile. La démocratie est devenue un pays où la liberté est réelle, mais où celle-ci ne sert presque plus à rien. Si ce regard jeté par Tati est au fond impitoyable dans l'évolution que prennent nos sociétés, on est pourtant au-delà de tout optimisme et de tout pessimisme. Son film n'est en rien politique et n'a rien d'un pamphlet ou d'un tract dans la façon dont il orchestre tout cela. Son film est autant critique que drôle. Le ton distancé adopté est là pour nous éviter de sombrer dans une diatribe, mais sans oblitérer que le constat n'en est pas moins inquiétant. Précisément, la seconde partie du film va venir infléchir la première et redonner à l'être humain une certaine autonomie, ce dernier étant aussi le seul pouvant réinjecter un peu de vie à ce cauchemar climatisé et dérégler cette absurde marche du progrès. Cette architecture bâtie dans une hâte ludique, autant qu'angoissée, n'est pas faite pour durer. Friabilité toujours utile pour permettre une prompte adaptation au mouvement de la mode. Toute la seconde partie du film, avec l'effondrement partiel du restaurant Royal Garden, a des allures de catastrophe et de fin du monde. L'épisode du restaurant mériterait là aussi un long développement, tant Tati est d'une incroyable méticulosité. Les détails foisonnent. Il faut dire qu'il y a une certaine jubilation à voir le restaurant s'effondrer et tomber quasiment en ruine sous nos yeux. Tout comme de suivre l'architecte incompétent courir un peu partout pour tenter de réparer les innombrables imperfections de sa construction.
Bâti à la hâte, le restaurant n'est même pas achevé au moment où il ouvre ses portes au public. Relevons, pour le plaisir, la dalle qui s'accroche à la chaussure d'un maître d'hôtel. Good evening, sir. Le plat qui ne passe pas par l'ouverture. La climatisation défaillante. Oui, ça va. Des chaises en fer qui déchirent les vêtements des serveurs et impriment au dos des convives une couronne royale. Regardez les empreintes. Vos chefs, regardez-moi ça. Les marques. Portez quelque chose. Mais arrangez-moi ça. L'un des serveurs, d'ailleurs, mis à l'écart, récupérera tous ceux de ses collègues. Ah, c'est tout à fait. Ah, dis donc. Avec leur chaise en fer, là, mon vieux. Retourne, je te le dis, hein. La désorganisation du service. Les clients attendent le plat qu'on ne cesse de saupoudrer, etc. Jacques Tati ne manque pas non plus de noter au passage des détails comme le racisme latent qui plane derrière cette apparence festive et conviviale, comme le noir qui se voit refoulé à l'entrée du restaurant avant que l'on ne se rende compte qu'il s'agit d'un des musiciens de l'orchestre. Ce qui était stylisation idéologique révèle ici toutes ses lézardes et sa totale inadéquation. Tant d'apparat pour un résultat bien dérisoire. Un air de catastrophe rôde dans l'air. Cette inadéquation n'est pas un simple détail sans valeur, mais traduit bien un esprit du temps qui a contaminé toute la société, ne contrôlant plus sa bêtise et voulant imposer coûte que coûte ses lubies sophistiquées dans l'ordre social. Le restaurant Royal Garden va se voir transformé en guinguette. Là encore, aucune nostalgie, mais plutôt redonner une singularité, une intimité et une fantaisie à ce monde glacé. D'ailleurs, ce n'est pas un Français qui va animer la soirée, mais un sympathique Américain. La petite histoire entre Hulot et la touriste américaine n'aura, dans ce contexte, pas de suite. Cette dernière étant obligée de remonter dans son bus. À peine ont-ils eu le temps de faire connaissance que les êtres se séparent. Rien que de très normal dans ce monde pressé. Hulot, prisonnier des caisses du supermarché, ne parviendra pas à lui remettre en main propre, c'est un double qui le fera, le cadeau, un foulard qu'il voulait lui faire. On peut trouver naïve la fantaisie des scènes finales. Rond-point transformé en manège, voitures dans une station-service devenant des chevaux de bois. Les lampadaires en forme de brin de muguet. Ou alors, cette fantaisie est-elle ironique? Jusqu'à maintenant, la caméra de Tati se faisait distante, était le témoin critique et exigeant de notre époque. Tout change dans cette séquence. Le cinéaste se fait plus présent. Si Tati avait fini sur la même tonalité, Playtime aurait été trop amer ou même trop radical, à l'instar de cette scène dans le drugstore qui, éclairée par l'enseigne verte de la pharmacie, baigne tous les plats et les consommateurs d'une lumière peu ragoûtante. Brusquement, le film se fait plus léger, grâce aussi à la musique de Francis Lemarque. Et sans doute, faut-il y voir un signe que ce réel peut devenir jour de fête si notre regard se fait plus apaisé parce qu'il est devenu plus lucide sur ce qui nous entoure. Il est vrai qu'à la fin, tout le monde
s'est séparé et s'est éparpillé. On ne sait tout. Le magnifique plan final de nuit ne laisse place qu'à un décor que l'être humain a déserté. A-t-il encore sa place? En ne nous montrant que les éclairages des voitures et des lampadaires. Il y a quand même ici ou là de la beauté. Si Jacques Tati est un véritable poète pour l'exigeante simplicité de son point de vue, au spectateur maintenant de prendre soin de ce chef-d'œuvre et de préserver l'héritage de sa clairvoyance.